On fait. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 16e numéro de Fenêtre ouverte, cette session de démos et débats que nous avons conçue à partir du 7 avril, justement pour réfléchir à cette période de confinement dans laquelle on vivait. Déjà 15 numéros que vous pouvez soit retrouver sur notre page Facebook ou soit sur notre chaîne YouTube. Je vais laisser les citer tous: Gilles Clavreul, Dominique Méda, Nicolas Turon, Aurélie Filippetti, Mathieu Bock-Côté, le docteur Jean-Martin Cohen-Solal, Nicolas Mathieu, Anaïs Voigilis, Denis Maillard, Valérie Zenati, Caroline Fourès, Louis Gallois, Jacques Weber, Laurent Berger, Antonio Fischetti. Et aujourd'hui, dimanche 10 mai, le plaisir d'avoir avec nous, par ce biais de ces fenêtres ouvertes, lieu de convivialité dont on parlera peut-être tout à l'heure, Thierry Pacaud, philosophe, spécialiste d'urbanisme. Je vais juste répéter un peu le mode d'emploi de ces fenêtres ouvertes. Vous nous suivez en direct sur notre page Facebook. Vous pouvez poser vos questions à notre invité dans les commentaires. Et on prendra le temps tout à l'heure, évidemment, de répondre à vos questions. Thierry Pacaud, vous êtes philosophe, spécialiste des questions liées au paysage, à l'urbanisme, aux villes, à l'écologie urbaine, ainsi qu'à l'utopie. Vous êtes professeur émérite de l'université. Vous avez enseigné notamment à l'école d'architecture de Paris et à l'Institut d'urbanisme de Paris-Créteil. Vous avez dirigé de nombreuses revues sur ces thématiques comme écologique, urbanisme, l'esprit des villes, écrit dans plusieurs autres. On vous a beaucoup écouté aussi sur les ondes de France Culture, dans Permis de construire ou dans Métropolitain il y a quelques années. Vous donnez régulièrement des conférences en France et dans le monde. Vous avez fondé et vous animez depuis 2014 l'Université populaire d'écologie de Choisy-le-Roi. Et vous êtes un habitué du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Vous y serez d'ailleurs cette année, j'espère, si tout va bien, en octobre, pour autour des thématiques 2020 qui est sur la question du climat. Vous êtes l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages publiés chez divers éditeurs, beaucoup évidemment aux éditions de la Découverte, que vous avez d'ailleurs dirigé, mais également au CNRS ou chez Infolio. Je ne vais évidemment pas tous les citer, mais on peut les retrouver bien sûr en librairie. Dans les publications récentes, je voudrais signaler la nouvelle édition sortie l'an dernier de Paysages urbains. Les villes meurent aussi, aux éditions de la Découverte. Plus récemment, un livre sorti le 11 mars, donc les lecteurs pourront retrouver en librairie à partir de demain, Mesures et démesures des villes et des territoires, qui est un essai d'écologie existentielle, publié au CNRS justement. Et dans quelques jours, le 28 mai, en librairie, et on l'évoquera aussi tout à l'heure, un livre qui s'appelle Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité, dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Terre urbaine, dans une collection qui s'appelle, et ça vous va bien évidemment, L'esprit des villes. Et je ne veux pas oublier, ça c'est un de nos auditeurs, l'écrivain François Bon qui me le signalait tout à l'heure dans un message, votre indispensable Dicoru, qui est un vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains, publié il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans au CNRS. Et puis, bien sûr, ce petit livre à mettre entre toutes les mains, L'art de la sieste chez Ulma. Alors évidemment, si on a eu envie de vous inviter, Thierry Pacaud, pour ces fenêtres ouvertes, c'est déjà pour votre regard sur la ville, sur le monde, sur la façon d'habiter et la terre et le monde, pour votre regard aussi d'écologiste. Le 10 mars, alors que l'épidémie de Covid-19 continuait de progresser partout dans le monde, nous étions alors en France à une semaine avant le début de cette période de confinement qui aura duré 50 longues journées. Vous étiez sur France Inter, l'invité de Mathieu Vidard, dans La tête au carré, pour parler du livre que je citais tout à l'heure, Mesures et démesures des villes et des territoires, essais d'écologie existentielle. Et dans ce livre, justement, vous parcourez les différentes théories d'urbanistes, vous interrogez la taille d'une ville, et vous dites qu'une ville trop peuplée serait vouée au dysfonctionnement en termes de services, d'énergie ou encore d'infrastructures.
L'instabilité et la dangerosité de ces villes monstrueuses, c'est quelque chose que vous pointiez déjà du doigt dans Désastres urbains, dont on pourra effectivement reparler. Et on peut se rappeler que le point de départ de la pandémie que nous subissons se situe dans une ville chinoise, la ville de Wuhan, 11 millions d'habitants. Wuhan, une des plus grandes villes concentration urbaine au monde. Est-ce que nous sommes passés, Thierry Pacaud, des désastres urbains aux désastres humains? D'abord, bonjour à tout le monde. Oui, les deux vont ensemble. Oui, c'est Ce qui est nouveau peut-être, c'est qu'on prend conscience, enfin j'espère qu'on commence à prendre conscience qu'il y a une relation, une corrélation même entre la santé des humains et la santé de la Terre. Et à partir du moment où l'on a finalement saccagé la nature, où l'on a surexploité les ressources naturelles, etc., eh bien, pour construire des villes, pour bétonner, pour réaliser des mégalopoles, on ne s'est pas aperçu à quel point on mettait en danger non seulement les équilibres écosystémiques et les plus élémentaires, mais aussi notre propre santé. Et ça, on le savait déjà parce que toutes les grandes épidémies de l'histoire ont toujours été plus meurtrières là où il y avait une forte population concentrée, évidemment. Bon, la grande peste noire va tuer peut-être 80% de la population d'une ville importante, évidemment, et vont finalement très épargner ou très peu toucher les petites villes ou les villages. Pour le choléra en 1832 à Paris, 19 000 morts en 6 mois, c'est considérable, parce que nous étions dans une ville excessivement dense. Du reste, une des conséquences de cette tragédie du choléra à Paris, ça a été de ce qu'on a appelé par la suite le mouvement hygiéniste. C'est-à-dire qu'on s'est dit, alors attendez, on ne va pas comme ça subir l'invasion d'un virus, on doit pouvoir faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est aperçu évidemment qu'il fallait espacer les immeubles les uns des autres, il fallait planter, il fallait végétaliser ces villes, et il fallait aussi les dépeupler. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que notre rapport à la maladie, notre rapport à la santé publique va s'estomper avec les progrès médicaux, en particulier la découverte des antibiotiques, qui guérit énormément de maladies très, très, très dangereuses qui étaient mortelles jusqu'alors. Et donc, du coup, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au début des années 55-60, eh bien, on s'est dit, tout va bien. Tout va bien. Et donc, on a laissé faire cette mégalopolisation planétaire. Je rappellerai qu'il y avait 11 villes millionnaires en 1900 et on en annonce 750 pour 2030, dont 150 en Chine, dont vous parliez tout à l'heure. Et la moyenne de ces 150 villes millionnaires en Chine serait, selon ces statistiques, de 6,5 millions d'habitants. Donc, ça veut dire que certaines auront 40 millions, 50 millions d'habitants, et d'autres, peut-être 3, 4, et la moyenne, c'est 6 millions. Donc, c'est terrible. Et alors, je pense qu'on va revoir ces chiffres, évidemment, parce que la mégalopole qu'on a présentée comme étant la ville des villes, le lieu de la plus grande civilisation possible, de tous les plaisirs, de toutes les richesses, eh bien, montre son incroyable fragilité dans un cas comme celui de cette pandémie. Et c'est pas seulement la question de la pandémie, c'est aussi la question du changement climatique, des catastrophes dites naturelles qui menacent également. Bien évidemment, parmi les 20 plus grandes villes du monde, 16 sont portuaires. Donc, la montée des eaux, qui résulte de plein de dysfonctionnements, mais entre autres du réchauffement climatique, eh bien, va obliger une ville comme New York, qui en a conscience, de se réorganiser territorialement. Donc la Hollande, qui est vous connaissez la blague, Dieu a créé le monde et les Hollandais ont créé la Hollande. Bon, la Hollande est fabriquée sur la mer avec les polders. Il est bien évident que dès maintenant, enfin depuis déjà même une quinzaine d'années, les Hollandais, par précaution, eh bien, déménagent tous les bâtiments qui étaient sur le bord du rivage pour les mettre à l'intérieur
des terres. Nous, on continue en France, inlassablement, à bétonner la côte parce qu'on a envie d'avoir une vue sur la mer, on a envie d'avoir les pieds dans l'eau. Mais ce n'est plus possible, ce n'est pas raisonnable. Il faut absolument transformer notre manière, notre relation avec la géographie. Alors, est-ce qu'on était préparé à ces situations aussi extrêmes? Parce que finalement, c'est depuis quelques années voilà, que les choses s'accélèrent. Et est-ce que nos villes sont adaptées au confinement dans lequel on a vécu? Non, pas du tout. Comme je vous le disais, il y a une espèce de croyance un peu naïve dans l'incroyable bienfait des sciences et des techniques. Et on continue encore aujourd'hui par une sorte de technophilie un peu absurde à penser que tous les problèmes qu'on rencontre vont être résolus par de la technique. Combien de fois j'ai entendu ah oui, les voitures polluent, modifient la qualité de l'air, c'est pas grave, on va inventer la voiture électrique. Bon, voilà, c'est toujours un progrès technique. Alors, il y a ce que j'appelle la loi de Paul Virilio, qui est un ami. Paul Virilio avait énoncé cette espèce de théorème, nul progrès sans son accident. Et ça, on l'a oublié. Et lui, il disait, il faut faire, à côté du musée des arts et des techniques, il faut faire un musée des catastrophes, un musée des désastres. Il faut qu'on ait conscience que tout progrès peut générer des dégâts absolument considérables. Et par une espèce d'insouciance et en même temps de prétention, on s'est dit, mais non, ça ne peut pas nous arriver à nous. On est trop fort, on va tout résoudre. Il y a même, comme vous le savez, un tas de mouvements aux États-Unis qui pensent qu'on va vaincre la mort. Bon. Donc non, soyons des terriens, soyons sûrs de notre capacité de vivre et de mourir. Et on n'était pas du tout, pour vous répondre, prêt, évidemment, à cette pandémie massive et planétaire, ce qui est un phénomène absolument nouveau, que toute une 3 milliards d'humains qui se trouvent confinés. Alors, pour répondre à votre question, non, nos appartements ne sont pas faits pour être confinés, pour nous accueillir en étant confinés. Ceux qui bénéficient d'une grande maison, ce qui est mon cas, donc je suis un privilégié là-dessus, avec un jardin, et je travaille avec des livres, j'écris, je publie, donc ce confinement, c'est ma vie quotidienne d'une certaine façon. Ce qui vient me gêner, c'est bien sûr le fait que, au lieu qu'on soit tous les deux à boire un verre ensemble, on est distanciés. Bon, alors voilà, si ça dure pas trop longtemps, c'est à peu près supportable. Mais j'imagine, et je vois bien sûr par les témoignages que je reçois, que ceux qui sont dans des appartements exigus, surpeuplés, de jour comme de nuit, avec des voisins pour qui leurs bruits sont des sons amicaux, mais pour ceux d'à côté, c'est une véritable pollution sonore insupportable, c'est un véritable enfermement. Et donc ça, c'est impossible à supporter. Et le télétravail est un télétravail imposé, c'est un télétravail obligatoire, ce n'est pas un télétravail choisi. Eh bien, ce télétravail, si je prends mon exemple d'une famille avec 2 enfants dans un 3 pièces, eh bien, le père et la mère et les 2 enfants sont chacun devant leur ordinateur, mais évidemment, il n'y a pas de pièce qui a été prévue pour le télétravail, il n'y a pas de meubles qui ont été dessinés pour ça, et donc il faut tout ranger, tout replier au moment des repas ou au moment du début de la nuit, et donc, ce n'est pas prévu pour. Alors, peut-être que ce télétravail va se poursuivre pour certaines professions seulement, qui peuvent se faire à distance, et qui, du coup, nécessiteront peut-être, dans les rues d'à côté, de là où je réside, eh bien, l'ouverture d'une ancienne boutique fermée qu'on transformera en un tiers-lieu, en un lieu de coworking, voilà, des choses comme ça. Alors ça va modifier la donne. Mais je crains quand même que sur le télétravail, le patronat y voit des avantages que les salariés n'ont pas encore perçus, qui vont être pour eux non pas des avantages, mais des sanctions. Aujourd'hui déjà, ceux qui découvrent le télétravail s'aperçoivent que la limite entre la vie privée et la vie professionnelle,
hein, s'efface, disparaît. Donc ça, c'est pas très bien. On est joignable jour et nuit, il faut répondre tout de suite, le samedi ou le dimanche. Bon. Donc, un véritable télétravail doit être normalisé par un contrat de travail, par des lois. Et moi, ce que j'imagine, c'est que le patronat va découvrir que c'est une économie substantielle de loyer, la peine d'avoir une tour de bureau si tout le travail tertiaire peut être effectué à domicile, c'est-à-dire aux frais de celui qu'on va engager, et qui ne sera plus un salarié, qui va être un prestataire de service. Donc là, je crois que la généralisation d'un certain type de télétravail sera une perte importante des droits sociaux acquis après combien de luttes. Alors, on reviendra peut-être sur cette question-là tout à l'heure. Une des choses aussi que vous évoquez, et on l'a vu à l'œuvre dans cette période de confinement, ce sont évidemment les grands ensembles. Vous dites les grands ensembles, on ne vit pas ensemble, on vit les uns sur les autres. Vous parlez souvent du moyen de transport le plus utilisé au monde, qui est l'ascenseur, donc où potentiellement on peut rencontrer évidemment son voisin avec ou sans masque. La question aussi de ces centres commerciaux monstrueux qu'on a construits, qui sont forcément aujourd'hui peut-être les derniers centres qui vont peut-être ouvrir pendant la période de déconfinement, parce qu'ils sont des lieux où les gens se croisent et se recroisent. La question des transports en commun également est une vraie question. Là aussi, j'ai l'impression que ça nous oblige, ce moment qu'on est en train de vivre et de terminer, à penser différemment la ville. Oui, alors là, ce que vous dites est très juste parce que ça montre que ce qui n'allait pas ou ce qui ne va pas dans ces grandes villes existe depuis plusieurs années, mais que là, c'est révélé d'une manière exemplaire à cause ou grâce, enfin peu importe, à la pandémie. Et donc, lorsque j'ai publié Désastres urbains en 2015, avec des données chiffrées dont les plus récentes devaient être de 2014, je dessinais comme ça des tendances qui, moi, m'effrayaient, comme la multiplication des centres commerciaux, comme la multiplication des gratte-ciel qui sont émergents, etc., etc. Je dois faire une nouvelle édition qui est parue en 2019, et la stupéfaction, j'actualise toutes mes données, et dans tous les sujets que je dénonçais avec une très grande inquiétude, tout s'est démultiplié. Comme si finalement, alors que je n'étais pas lu par les décideurs, ça c'est évident, c'est pas le problème, mais c'est qu'il y a une aggravation, c'est-à-dire une multiplication à l'échelle planétaire des gratte-ciel encore plus hauts qu'auparavant. Cette année, en 2020, doivent être inaugurés 2 immeubles gratte-ciel de plus de 1000 mètres de haut. 1000 mètres de haut, c'est-à-dire 1 kilomètre. Il faut le traduire en guillemets, parce qu'on dit 1000 mètres, on dit ouais, pourquoi pas. Oui. Non, c'est 1 kilomètre, c'est une distance inouïe, avec des ascenseurs qui ne sont pas assez performants pour parcourir les 1000 mètres. L'ascenseur le plus performant peut en faire 600 mètres. Donc on changera d'ascenseur. Voilà. Bon. Mais les compagnies d'ascenseurs ne désespèrent pas, évidemment, de trouver d'ici peu le moyen d'aller à 1000 mètres, à 2000 mètres, à 3000 mètres, etc. Bon. Donc le gratte-ciel s'est démultiplié. Les centres commerciaux encore plus vastes se sont construits partout dans le monde. Alors c'est là où il faut être capable de désoccidentaliser notre esprit, parce que bien, déjà on est très franco-français, mais quand on ouvre un peu, on regarde l'Europe, peut-être les États-Unis, un peu le Japon, bon. Mais si on regarde les Philippines, si on regarde l'Indonésie, si on en regarde la Thaïlande, là, c'est là où ces centres commerciaux gigantesques, et la Chine évidemment, sont en train d'être créés. Alors évidemment, ils vont être certainement ouverts d'ici quelques semaines partout en France, sauf en Île-de-France, qui reste une zone rouge. Il y aura des modifications, évidemment, parce qu'il va falloir maintenir la distance d'1 mètre à 1,5 mètre. Il faudra porter un masque, il faudra peut-être avoir des gants, mais ça ne va pas, à mon avis, gêner la fringale de consumériste qui va arriver, peut-être aussi comme espèce de soupape après le confinement obligé de 2 mois. Alors,
tout ce qu'on entend aujourd'hui dans toutes les radios où les gens témoignent, hein, des gens comme nous, on raconte leur histoire, leur vie quotidienne, etc. On s'aperçoit que beaucoup découvrent avec satisfaction l'agriculture de proximité, font livrer des paniers qu'on appelait des AMAP auparavant, etc. Bon. Mais est-ce que ça va se poursuivre? Là, c'est une véritable question. Et moi, je ne pense pas. Je pense malheureusement que le système d'avant est tellement puissant qu'il va tout faire pour renaître de ses cendres. Et donc, il n'y aura que quelques petits endroits d'expérimentation qui peut-être créeront des systèmes un peu alternatifs. Alors, le Républicain Lorrain titrait aujourd'hui, par exemple, sur la petite reine du déconfinement, en parlant du vélo, parce que là aussi, on voit que dans beaucoup de grandes villes, on ouvre, dans certaines rues qui étaient des rues pour les voitures, on ouvre des rues piétonnes, puisqu'il y a une volonté visiblement des gens de faire plus de vélo. Je crois que c'est Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie et la transition solidaire, qui dit que 60% des déplacements aujourd'hui en France sont sur moins de 5 km. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aller travailler dans des grandes villes à vélo. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est que provisoire, ou que peut-être là, on n'a pas forcément envie demain de prendre le métro pour traverser Paris? Le risque aussi, c'est peut-être que les gens retournent à leur petite voiture individuelle. Est-ce qu'on peut là aussi tirer des leçons et espérer une société plus vertueuse? Bon, dans un premier élément, je dirais que l'automobile ne sera pas immobile, Oui, oui. parce que elle sera même solo, parce que c'est là où on sera le mieux protégé, entre guillemets, de la contamination de l'autre, parce que les transports en commun vont vraiment être pénalisés par cette pandémie, hein, bien sûr. Alors du coup, il y aura à nouveau des automobiles qui circuleront. Quant au vélo, moi je suis cycliste depuis très longtemps, et donc je me réjouis qu'il y ait des voies qui soient maintenant enfin réservées aux bicyclettes, mais il faut quand même savoir que au-delà d'une demi-heure, un parcours en bicyclette paraît long et difficile. Bon, j'habite en banlieue parisienne. Quand je viens de Paris, du centre de Paris, mettons de la République, et que je rentre chez moi à Choisy-le-Roi, en pédalant hardiment, il me faut quand même 1h20. Bon, donc si j'ai 2h40, c'est pas possible. Je préfère. Alors, ce qui peut changer, et j'espère que ça va être le cas, c'est que l'on pourra introduire les bicyclettes dans les RER, dans les tramways, etc. Parce que ça, c'est des solutions. C'est-à-dire que je peux très bien partir avec mon vélo le matin, mais rentrer à bicyclette le soir. Des choses comme ça. Parce que pour pas être en sueur en arrivant le matin, etc. Puis par ailleurs, il y a quand même la question du climat. Quand il pleut, le cycliste, il n'est pas très content, quoi. C'est pas agréable. Donc, la généralisation de la bicyclette, pour vous répondre, je crois qu'il va y avoir un accroissement de l'usage du vélo, mais pas jusqu'au point d'une généralisation comme on peut l'espérer. Plus globalement, on le voit effectivement avec les conditions de confinement qu'on vit, le fait que beaucoup de Parisiens aient eu envie de partir dans des endroits où ils avaient plus de place pour vivre cette période-là. Ça interroge aussi notre façon d'habiter quelque part. Alors déjà, vous parlez beaucoup de la ville idéale, d'une ville à dimension humaine. J'aimerais déjà que vous nous expliquiez ce qu'est une ville à dimension humaine. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il faut réinvestir les villages? Et avec une question qui va aussi à côté, dont il a été beaucoup question au moment du conflit des Gilets jaunes, de toutes ces zones pavillonnaires, de tous ces lotissements qui montraient aussi un petit peu les fractures françaises en termes de territoire. On commence par la ville à dimension humaine. Alors, je vais répondre dans l'ordre des questions. La ville à taille humaine,
c'est une expression que j'utilise avec une certaine tristesse. Parce Oui. que pour moi, ça devrait aller de soi que la ville soit conçue, réalisée pour les hommes et les femmes et les enfants. Et donc qu'elle soit par nécessité, évidemment, à taille humaine. C'est parce qu'il y a eu une démesure, une disproportionnalité dans la taille des immeubles, dans la taille de la voirie, etc. Et puis un éparpillement de la ville, les fameuses zones pavillonnaires que vous Bien sûr. mentionnez, qui font que du coup, conçues évidemment et dessinées pour l'automobile. Moi, quand je veux aller je l'ai fait pour des astres urbains, j'ai pris ma bicyclette, je suis allé dans les 2 centres commerciaux qui, qui menacent les commerces de ma propre petite ville. Eh bien, c'est pas du tout prévu pour. Mmh. On y arrive en bagnole par une espèce de rocade autoroutière, etc. Bon, le cycliste, il est vraiment en danger. Et puis alors, quand il arrive sur place, il y a rien pour l'accrocher, son vélo. Donc, il rentre avec son vélo à l'intérieur de ce supermarché. Donc, espérons que la culture de la bicyclette puisse imposer à tous les décideurs, privés et publics, d'accueillir au mieux les cyclistes. Bon, ça, c'est le premier point. Pour la taille humaine, alors dans mon livre Mesures et démesures, je balaye large, hein, j'essaye le plus exhaustivement de repérer les personnes, les architectes, les utopistes, etc., qui ont quantifié la bonne ville. Eh bien, j'étais très surpris parce que chez Platon, comme chez Ebenezer Howard, c'est 30 000 habitants. Mmh. Voilà la taille qui est considérée comme étant très agréable. 30 000 habitants, c'est assez divers pour qu'on y trouve à peu près de tout. C'est assez gros pour ne pas être dans l'hypersurveillance du petit village où on croit que nos moindres faits et gestes sont, ce qui n'est pas faux, repérés par la voisine, etc., qui vont ensuite laisser partir une rumeur vous concernant, des choses comme ça. Mais je crois que, dans les données chiffrées que j'indique, je crois que de 30 000, 40 000 à peu près 300 000 habitants, la ville est vraiment habitable. Et donc, ça n'a pas échappé du reste à 2 réseaux de villes du mieux vivre. Le mouvement Slow Città, qui est né dans la lignée de Slow Food en Italie, et puis le réseau des villes en transition, qui dans les 2 cas, sont plutôt aux alentours de 70 000, 80 000, 100 000 habitants. Alors évidemment, quand on a des banlieues qui sont mitoyennes les unes des autres, on arrive à des nappes urbaines. Et puis quand on a des grandes villes comme Paris, 2 200 000 habitants, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut diviser, non pas pour régner, Oui, mais oui. pour mieux vivre. Il faut que les maires d'arrondissement deviennent des maires à part entière, par exemple, et puis qu'on ait là qu'on ait ce que j'ai appelé, mais c'est pas très beau comme expression, des unités territoriales urbaines qui peuvent atteindre 1 million d'habitants, mais qui seraient le rassemblement d'une ville de 300 000 habitants ici, de 3-4 petites villes et puis de petits villages. Alors, le point que vous mentionniez sur les gens qui ont quitté leur ville dans des endroits plus agréables à vivre, plus petits, et où ils disposaient d'une résidence secondaire plus vaste, ça, ce qu'on pourrait appeler un exode urbain, va se poursuivre. C'est une tendance que j'avais déjà observée il y a quelques années. Elle ne sera pas massive, mais elle va être régulière. Et elle va avec le télétravail. Et elle va avec la recherche aussi de nouvelles pédagogies pour l'école, etc., etc. Je précise que dans mon livre, je rappelle que l'exode urbain est une expression que je repère dès 1903. Donc, il y a toujours pour ça, j'ai toujours une approche rétroprospective afin de ne pas redécouvrir la Lune une deuxième fois, et aussi de comprendre pourquoi quelque chose qui avait été repéré comme étant favorable à la vie des citadins n'avait pas pu finalement être effective. Eh bien là, c'est parce que il y a eu toute cette énorme machine de toute automobile qui est imprégnée dans tous les pays du monde. Donc, je crois que la recherche d'une juste taille de la ville va être une préoccupation dans les années qui viennent, parce que on va s'apercevoir que la question de l'autonomie alimentaire, la question de la production et de la distribution de nouvelles énergies
renouvelables. Mhm. Ça nécessite évidemment des tailles qu'on puisse contrôler, accompagner et qui ne nous dominent pas, ne nous aliènent pas, ne nous subordonnent pas. Il faut donc une nouvelle forme d'organisation territoriale, finalement. Alors, c'est ce que j'appelle la Rôle... biorégion Oui, dans mon pardon. livre. Mais Oui. bon, ça peut être une autre appellation. D'abord, il faut réconcilier ville et campagne, parce que les deux ont été victimes du productivisme. Le productivisme Bien a, sûr. a finalement déqualifié le travail du paysan pour en faire un exploitant agricole, bien souvent avec une monoproduction, si possible céréalière, bon, avec des champs qui ont été remembrés. Là aussi, vous parliez tout à l'heure du paysage. Oui, le paysage qui était surtout en France, on avait cette chance-là d'être dans un pays à climat tempéré, et les géographes exaltaient depuis, depuis Vidal de la Blache tous les paysages, tous les terroirs français. Eh bien, combien de fois je constate, depuis la fenêtre du train, je constate qu'il y a eu un remembrement. Et que là où il y avait peut-être des haies, on les a supprimées, sans savoir qu'une haie, c'est le garde-manger de je ne sais combien d'espèces animales, que c'est aussi un coupe-vent, que c'est aussi un petit écosystème en lui-même, et qu'il nous faut réactiver les haies. Il nous faut éviter de combler les fossés, de remplir les nous, etc. Donc, se réapproprier les conditions géographiques de ce que Bernard Charbonneau avait appelé, du reste, un géocide. C'est-à-dire, voilà, l'autoroute remplant tout, les champs remembrés suppriment toutes les aspérités des courbes de niveau du paysage, et donc on est là-dedans. Donc le productivisme a véritablement saboté la richesse diverse du paysage français, et c'est pareil dans d'autres pays. De la même manière, ce productivisme a transformé les villes en un plateau technique. Un plateau technique où moi, entrepreneur, je viens, je branche une carte TGV, je branche un CHU, je branche un supermarché, je branche un grand ensemble pour loger et stocker ma main-d'œuvre, etc., etc. Bien, tout ce schéma-là, que moi j'appelle la ville et la campagne du productivisme, doivent radicalement changer d'orientation, et il faut renouer les contacts entre les campagnes et les villes. Et peut-être que ce faisant, on supprimera ce que j'ai appelé à la suite de François Choët les non-villes et les non-campagnes, dans lesquelles finalement nous essayons d'exister tant bien que mal. Merci beaucoup. Alors je vais poser 3 questions là, qui sont arrivées par le live. La première question, elle est d'Emmanuel Graff, qui vous demande en quoi très concrètement la ville, au-delà de sa densité propre, a-t-elle favorisé les épidémies, contact ou rapprochement avec des territoires jadis peu propices aux activités humaines? Alors oui, évidemment, bien sûr. On sait que les zoonoses, c'est-à-dire les épidémies transmises par les animaux, résultent en partie de la destruction de leur habitat par les activités humaines. Donc, on peut imaginer que si on n'avait pas été à l'origine de cet énorme sabotage des habitats des animaux, eh bien, on aurait évité, évidemment, le drame qu'on connaît et qui a été le cas, bien sûr, de la peste noire, dont je parlais tout à l'heure. Donc, là, le respect du vivant est une des conditions de la santé des humains. Ça, c'est un point très important et on le sait de plus en plus. Et on va s'en rendre compte d'autant plus que nous entrons dans une période où il y aura des étés caniculaires qui auront des conséquences, évidemment, sur l'habitat des animaux et des végétaux. Donc là, on va avoir une profonde réduction de la biodiversité produite par cette forte chaleur. Et là aussi, les villes ne sont pas étudiées pour, comme on dit. C'est pour ça qu'il faut planter. C'est ça. Est-ce que ce confinement, ce n'est pas une répétition générale avant d'autres catastrophes? Alors, si le confinement a lieu à une période caniculaire,
c'est encore pire. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est une évidence. C'est-à-dire que là, il y aura des morts à la fois à cause de la canicule et à la fois à cause de l'épidémie. Euh, et nous, en France, on est encore une fois dans un climat un peu privilégié. Mhm. Mais quand on fait, alors là c'est un truc, je ne vais pas le dire maintenant, c'est à désespérer tous ceux qui nous écoutent. Si l'on prend toutes les études prospectives sur ne serait-ce que le Maghreb, Mhm. le Maghreb qui va connaître un réchauffement climatique conséquent, fait que toute son agriculture céréalière, et on sait à quel point la graine est importante pour le couscous, ne Ouais. serait-ce que ça, et bien, et pour le pain, etc., eh bien, toutes les plaines céréalières de l'Algérie, par exemple, euh, devraient être au niveau de la Méditerranée aujourd'hui. Donc, ça veut dire aussi qu'à l'échelle planétaire, on ne peut pas maintenant décider d'être locavore. Parce Mhm. que nous, on peut le faire. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais dans des tas de pays du monde, vu leur localisation sous les tropiques, par exemple, eh bien, ils seront dépendants de flux d'importation de biens alimentaires. Il y a une question de Corentin Pribilski qui vous dit: face aux défis d'aujourd'hui, certains comme vous encouragent à repenser la ville à taille humaine, tandis que d'autres poussent à développer la Smart City. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas une forme de technosolutionnisme? Ah bah tout à fait. Alors, bon, l'appellation Smart City apparaît dans les documents d'IBM dès 1989. Il y a au MIT à ce moment-là pas mal de chercheurs qui réfléchissent, alors on n'appelle pas ça encore les big data, mais qui réfléchissent à comment le numérique et surtout la maîtrise des données Mhm. qu'on peut collecter à l'époque pourrait améliorer la vie quotidienne des gens. Je pense à William Mitchell, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle The City of Bits, dans lequel il explique que dans quelques années, c'est-à-dire en 2004-2005, ça ne s'est pas passé, évidemment. Dans quelques années, il écrivait ça à la fin du siècle précédent, eh bien, tout serait dématérialisé. Et lui, il se réjouissait de ça. Plus de bibliothèques municipales, chacun aurait une bibliothèque virtuelle, plus d'agences bancaires, chacun gérerait sa banque depuis son ordinateur, enfin plus de ceci, plus de cela, ce serait évidemment magnifique. Et on serait tous géolocalisés, on serait tous vidéosurveillés, mais ce ne serait pas vidéosurveillé, ce serait plutôt vidéo accompagné. Et bien non, je crois que la Smart City, c'est le piège. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, je ne crois pas que les solutions à nos problèmes d'humains, nos problèmes existentiels, se trouvent dans la technique. Là, je suis tout à fait en accord avec une de mes références majeures, qui est Ivan Illich, évidemment, que j'ai eu la chance de très bien connaître et sur lequel j'ai écrit plusieurs livres, parce que à un moment donné, les outils se développent indépendamment de nous et nous utilisent. Il y a une sorte d'inversion des choses. Hein. Alors lui, il parlait d'outils au sens large, c'est-à-dire des institutions. Un hôpital, une ville, une compagnie de transport, l'école. Dès qu'un système institutionnel devient trop gros, alors à ce moment-là, il dysfonctionne, il devient contre-productif, dit Ivan Illich, mais surtout, c'est que nous sommes totalement tributaires. Et là, je pense souvent à Ivan Illich en ce moment parce que qu'est-ce qu'il aurait dit de cette pandémie? Il aurait dit, il a écrit Némésis médicale quand même, c'est-à-dire un livre qui analysait le système de santé. Et sa thèse à lui, c'est que nous étions dépossédés de la santé. Il racontait l'anecdote suivante, il rencontre un ami, lui dit « Comment vas-tu ?» Le gars lui répond « Je te le dirai demain quand j'aurai mes analyses, mes résultats d'analyse. » Bon. Et il dit « Je me dis non, c'est chacun d'entre nous, s'il va bien ou s'il va pas bien. » Bon. Eh bien, nous avons désappris notre corps, nous ne savons pas non plus nous soigner, nous sommes totalement dépendants, on le voit en ce moment, c'est-à-dire que c'est l'hôpital, on ne peut pas aller ailleurs, on n'a même pas cette idée-là. Et à la radio, tous les jours, j'étais même étonné d'apprendre qu'il y avait autant de virologues et de spécialistes des épidémies. Il y en a toujours un nouveau qui vient parler. Bon, et donc ces experts-là, c'est même le gouvernement s'appuie sur un comité d'experts, experts qui ne sont jamais expertisés par ailleurs. Bon, eh bien, pour Ivan Illich, ça c'était le début d'une catastrophe. Parce que c'était le début de la perte de notre autonomie. Et il continuait en disant, il nous faut apprendre à vivre, mais il nous faut aussi apprendre à mourir. Et là la période que nous vivons
avec les personnes qui meurent seules, qui sont, il faut le dire, débranchées, enfin, il faut être très clair, à un moment donné, bon, voilà, qui sont certes, j'imagine, accompagnés un peu par le personnel médical, mais qui sont tout seuls, sans leur famille, sans personne, et eux-mêmes, pensant, en étant à l'hôpital, être en un lieu sûr pour non seulement survivre, mais pour revivre. Alors, la Smart City, les solutions techniques et technologiques, ça ne va pas. On peut faire de la télémédecine dans l'urgence. Rien ne vaut un diagnostic qui est fait par un médecin qui vous touche, qui écoute votre souffle, etc. Et donc, je ne crois pas en la ville intelligente, comme on l'a appelée, parce que toute ville, pour moi, est intelligente, de l'intelligence de ses citoyens, pour autant qu'on stimule ces citoyens. Et on le voit en ce moment, il y a plein d'inventions, plein de créations, plein de nouvelles formes de solidarité qui naissent de gens qu'on n'a jamais consultés. Vous parliez à juste titre des Gilets jaunes, c'est quand même extraordinaire que ces gens-là, parce que je dis espace ces gens-là, c'est dans le sens de la sociologue, anthropologue Colette Pétonnet, parce qu'on ne peut pas dire ce sont des ouvriers, ce sont des travailleurs immigrés, ce sont la middle class inférieure. Toutes ces catégories sociologiques ne correspondent à rien. Les Gilets jaunes se sont appelés les Gilets jaunes parce que ce qui les rassemblait, c'était de se mettre dans un non-lieu qui était le rond-point, un non-lieu pour eux qui n'avaient jamais la parole. Donc la non-parole s'exprime dans un non-lieu. Et il nous faisait entendre des choses qui étaient tout à fait justes et qui étaient dérangeantes. Du reste, vous avez remarqué comme moi que les grands intellectuels ont tardé à se positionner par rapport aux Gilets jaunes. Ils n'ont retenu que deux propos antisémites d'un abruti ou homophobes d'un autre. Alors, un peu dans la lignée de la question finalement de Corentin, il y a une question de Jean-François Bocquéo qui vous demande: est-ce qu'on va vers la fin des open space et des bureaux partagés? C'est aussi qui était devenu la mode dans la société. Hein. Oui, alors un mode qui était les rares études qui ont eu lieu sur la manière dont les salariés l'ont vécu. C'est Playtime de Tati, il ne faut pas non plus oublier, qui avait déjà vu ça. C'était très contesté. C'était très contesté parce que on a besoin pour travailler de se sentir bien dans un bureau à soi. Alors évidemment, ça a commencé aux États-Unis par laisser la porte ouverte. Et puis ensuite, on a supprimé la porte et puis les parois, et on en a fait un plateau technique comme ça, où chacun est à l'écoute de l'autre, et où effectivement le petit chef, surveille tout le monde. Non, je crois que ce qui devrait se développer, suite également au télétravail dans le secteur tertiaire seulement, qui peut se développer, eh bien, va combiner des bureaux chez soi, et puis des lieux où régulièrement on sera obligé, et c'est tant mieux, de se retrouver entre collègues du service. Et là, eh bien, on peut imaginer des salles dont je parlais tout à l'heure, dans une maison du partage, qui partage des activités qui seraient dans chaque arrondissement, qui seraient ailleurs. Bon, et on s'y retrouvera une fois par semaine ou une fois par mois. Il y aura donc d'autres territorialités du travail avec d'autres temporalités. Je pense qu'il faut combiner les deux. Là, on nous l'a laissé entendre. Bon, comme vous le savez, moi, je parle de chronotopie depuis plus de 20 ans. On évoquera tout à l'heure, j'espère. Ouais, eh bien, justement, là, en ce moment, on nous dit, si on décalait les horaires, bien sûr, dans les transports en commun, ça irait mieux. Bon, eh bien, si on décale les horaires, il ne faut pas les décaler d'un point de vue autoritaire, donnant un ordre, mais il faut promouvoir ce que j'avais appelé la révolution du temps choisi à la suite d'un grand livre des années 70. Eh bien, si on combine nos temporalités et nos territorialités, alors là, on avance vers ce que j'appelais une écologie existentielle. C'est un point qui n'a pas été assez analysé parmi tous les reportages qui ont lieu en ce moment sur le confinement, c'est le fait d'être chez soi, livré à la propre disponibilité de son temps. Est-ce que chacun d'entre nous se l'est réapproprié? Est-ce que, par exemple, comme moi, il fait la sieste? Enfin,
tranquillement, sans culpabiliser et sans se cacher? Est-ce qu'il essaye de coordonner ses activités à sa propre chronobiologie? Ça, c'est une question magnifique, et j'espère que oui, bien sûr. Alors, il y a deux autres questions, et puis on reviendra ensuite peut-être à cette question de temps, justement. Il y a une question d'Elisabeth Parachini qui vous demande: pouvez-vous vous exprimer sur les communautés d'agglomération, les métropoles, etc., dont les intérêts défendus sont les mutualisations de moyens et la création d'un rapport de force économique? Alors, bon, là, c'est une question gigantesque. Hein, Oui, oui, bien sûr. donc, Vous allez revenir à Thionville, donc… non, il faudrait rentrer ensuite dans le détail, parce que c'est les syndicats intercommunautaires, les communautés de communes, toutes les formes de regroupement qui ont été encouragées l'ont été à chaque fois, j'allais dire, par défaut, d'une seule forme qui aurait été acceptée, celle que moi j'appelle la biorégion urbaine, du coup, évidemment. Et qui éliminerait toutes ces intercommunalités ou tous ces types de regroupements. Moi, je vois là où j'habite, par exemple, à Choisy-le-Roi, on est entouré par 4 ou 5 communes. Eh bien, il n'y en a que 2 avec lesquelles le maire travaille. Donc, voilà, donc, ce qui fait que c'est encore le résultat d'un tas de compromis politicards ici ou clientélistes là. Moi, je crois que la métropolisation, c'est encore autre chose. La métropolisation a été lancée depuis longtemps, mais a été actée sous la présidence d'Hollande, en même temps que la réduction du nombre de régions. Le but des technocrates était de réduire le nombre de régions pour en faire des énormes trucs où personne ne s'y retrouve parce qu'il y a trop d'habitants et puis ce n'est pas des régions qui ont un sens ni géographique, ni historique, ni culturel, ni linguistique, etc. Bon. Mais derrière, il y avait l'idée, ça on l'a oublié, c'était le deuxième mouvement de la réforme après la réduction du nombre des régions, c'était réduire le nombre des villes de 36 000 communes à 7 000. C'est le chiffre qui circulait dans les couloirs des ministères. Et c'était vécu comme un progrès. Et donc, on a dit, pour y arriver, on va d'abord fabriquer des métropoles millionnaires. Alors, Bordeaux, Toulouse, toutes les métropoles, ce phénomène de métropolisation. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne marche pas, parce que la métropolisation, c'est une forme finalement bâtarde d'une centralisation régionale. Or, la région doit être l'expression de la décentralisation de l'État-nation. Et donc, cette décentralisation de l'État-nation doit produire une déconcentration des pouvoirs à l'échelle locale et une décentralisation dans chaque région. C'est pour ça que moi, je suis farouchement pour les 36 000 communes. Je pense que c'est une chance, c'est un atout pour la démocratie locale, à condition toutefois qu'on attribue de nouvelles prérogatives aux élus de cette petite commune. Peut-être qu'ils ne seront plus élus, du reste les maires. Peut-être qu'ils seront tirés au sort pour une année. Moi, je suis plutôt pour ça. Pour une année, on devient maire d'une commune de 350 habitants, de 1834 ici, etc. Et on intègre un parlement régional qui a les pouvoirs pour l'ensemble de cette biorégion. Donc là, d'une certaine façon, pour répondre à la question, je vise plutôt un dépassement de toutes ces formes actuelles de regroupement entre municipalités ou territoires. Et puis, dernier point, parce que Murray Bookchin est aussi une de mes sources d'inspiration, c'est le grand théoricien du municipalisme. Et donc, je crois que pour éviter ou réduire les fractures sociales, les formes de ségrégation et la spéculation immobilière, il nous faudra municipaliser les sols. Et lorsque je regarde attentivement la cité Jardin, que j'en fais un peu un élément du passé qui pourrait préfigurer en étant largement transformé une sorte d'écopolis à venir, eh bien, ne l'oublions pas, la condition de départ de la cité Jardin, c'est que toute la terre, tout le sol, tout le foncier appartient à la coopérative. Chacun est propriétaire de sa maison, de sa ferme, de sa boutique, mais ne peut pas vendre le sol. Et donc, du coup, c'est aussi comme ça qu'on protège les terres arables parce qu'elles sont sacralisées d'une certaine façon.
Aujourd'hui, réfléchissant, parce qu'on m'a posé la question sur est-ce que la ville pourrait avoir une autonomie alimentaire, et le journaliste me dit, mais à la fin du 19e siècle, Paris avait une ceinture maraîchère, mais c'est plus possible. Parce que ces terres arables n'ont pas été protégées. Elles ont été urbanisées, elles ont été vendues et bétonnées. Je crois que récemment, plusieurs grands chefs ont appelé justement à ce que les villes mettent à disposition des restaurateurs des terrains pour permettre justement à ces restaurateurs de produire leurs fruits, leurs légumes sur place. Ben ça, je trouve ça très très bien. C'est pour ça que je parlais de réconcilier ville et campagne, parce que dans toutes les villes denses, on ne peut pas trouver des terres agricoles. Mais par contre, il faut en trouver à l'extérieur, au plus près possible. Je rappellerai que dans la première grande exposition internationale des villes, en 1913, à Gand, plusieurs intervenants prônaient l'adoption par les villes de forêts urbaines, la création partout de jardins, à commencer dans les écoles. Et dans l'emploi du temps des écoliers, qu'est-ce que tu fais de 10h à midi? Jardinage. On ne faisait pas calcul ou, ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, je crois que c'est ça l'apport fondamental de l'écologie, et c'est aussi sa difficulté quand on veut écologiser notre esprit, c'est de montrer que tout est en interrelation. Et donc, il n'y a plus aujourd'hui, et c'est un peu déroutant, hein, je le reconnais, il n'y a plus aujourd'hui une priorité. On ne peut pas hiérarchiser les actions qu'il nous faut entreprendre. Je vous coupe un instant parce que c'était la question que pose François Fazan, et vous commencez à y répondre. Il vous demande quelles sont les raisons d'espérer et à quelle échéance. Et là, vous avez commencé finalement à donner des pistes. Alors allez-y. Si on écologise son esprit, voilà. C'est-à-dire que si, alors c'est des si, hein, et c'est conditionnel. Prenons une municipalité ou une intercommunalité. Vous avez le responsable des parcs et jardins, le responsable de l'école, le responsable d'habitation et logement, le responsable des transports. Tout ça, c'est faux. Il faut sortir de ce découpage thématique. Au niveau national, le gouvernement, ministre du Travail, ministre de l'Économie, ministre, tout ça, c'est excessivement mauvais. Il faut supprimer ça. Pourquoi? Parce que l'écologie, entendue comme une méthode, c'est la position que je défends depuis plusieurs années, a trois qualités. Elle est transversale, processuelle et interrelationnelle. C'est-à-dire qu'il nous faut sans cesse, pour toute action qu'on va entreprendre, en décrire le processus, c'est-à-dire la généalogie, et donc sa rythmique,